aller avec atelier et on va aller mettre le détail juste ici. Ça devrait ressembler à ça. Donc, oui, vous voyez que je m'installe, c'est sur OneNote que je vais mettre ça. Donc, les détails que je vais faire ici, ils sont enregistrés, ils vont apparaître dans la vidéo que je vais vous soumettre plus tard avec la publication, dans la même publication sur le canal d'Aide à la réussite. Je les mets dans OneNote également, donc ceux qui sont habitués d'utiliser OneNote, ces écrits-là vont se retrouver dans la bibliothèque de contenu. Vous ne pouvez pas chercher longtemps, c'est dans le dossier des exercices, des ateliers de fin de session. Donc, je me lance tout de go. On va aller voir ce que ça a donné. Je ne vais pas nécessairement tous les faire. Je veux que ça rentre avant 14 heures. Mais je vais regarder quelques-uns, les premiers en débutant pour commencer. Question intéressante que j'ai mise là, je la trouve belle. La première question est facile quand on vous demande l'aire total entre les deux courbes. L'aire total, on entend l'aire au sens réel du terme, au sens classique, donc l'aire géométrique. Ça veut dire que vous pouvez faire 12 plus 27 égale, ça fait combien ça? Ça fait 39. Vous pouvez faire ça, mais dans le cas de l'intégrale de 0 à 5, là, on vous demande une intégrale précisée avec la soustraction suivante. Donc, il faut que vous fassiez attention. Qu'est-ce que c'est que cette intégrale-là? Si on fait f, vous avez remarqué qu'il est supérieur, c'est une fonction qui est supérieure à la fonction g. Donc, je fais tout le temps un petit rectangle à l'intérieur de ma région pour préciser l'aspect de la soustraction qui va devoir être faite. Donc, quand je fais ce rectangle-là, je remarque qu'il touche la courbe rose en haut, donc il touche la fonction f en premier lieu, et il touche au bas, au fond, à la valeur inférieure, il touche g. Donc, quand on va faire la soustraction f moins g, ça va nous donner l'aire parfaite de cette région-là. Donc, le 27, il va compter. Il va pouvoir s'appliquer. Le 27 correspond véritablement à l'intégrale de 2 à 5, donc balayage sur 2 à 5, de la fonction f moins la fonction g. Donc ça nous donne 27. Mais l'intégrale qu'il faut regarder et qui est plus capricieuse, c'est celle qui vient avant. Donc l'intégrale sur 0 à 2, là, si on fait la même soustraction de f moins g, vous avez vu qu'ils ont été flippés. Là, f est rendu en bas, donc c'est changer de place, vous vous êtes trompé. Donc, si je veux faire l'intégrale de 0 à 2, regardez ce que je vais écrire. Pour faire une vraie R, il faudra aller placer la fonction du haut, la fonction du bas. Ce serait ça une intégrale pour une R géométrique. Là, je suis en train de tricher. Je ne suis pas en train de calculer l'intégrale qui est demandée. Mais cette intégrale-là, G moins F, c'est celle qui donnerait 12. Alors, moi, ce que je vais faire, puisque celle-ci vaut 12, mais que je veux plutôt l'intégrale de f moins g, bien, on comprend que c'est la soustraction ici qui doit être intervertie. Donc, c'est un moins devant que je vais faire. Donc, je vais considérer l'aire 12, mais je vais multiplier par moins 1. Je vais prendre l'aire négative. Pourquoi? Parce que, bien, distribuer le moins à l'intérieur de l'intégrale, vous allez vous retrouver avec l'intégrale de 0 à 2 de f moins g si j'ai appliqué le moins. Donc, ce qui va se passer, c'est que 7, 12, le 12 là, je le multiplie par moins 1. Et donc, je vais comprendre que l'intégrale qui est demandée, c'est moins 12 plus 27, ce qui nous donne 15. Donc, c'était ça les deux réponses, si je ne m'abuse, que vous devriez trouver. Donc, je vais passer maintenant au suivant. Je sais que ça peut susciter des questions déjà. Si je vais avoir le temps de couvrir un bon solutionnaire, ce que je vais faire avec le temps qui nous restera à la fin, s'il y a lieu, on prendra les quelques questions. Vous n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, ben, cette vidéo-là va vous permettre d'y retourner. Là. Vous ferez pause, vous skipperez à la question qui vous intéresse le plus. Donc, c'est bien l'avantage de la solution virtuelle. Donc, ça, c'est pour l'exercice sur les aires. Commentaire vraiment important quand vous allez calculer des aires entre deux courbes. Donc, comme la question A, soyez bien prudent quand vous posez vos intégrales. C'est vraiment du point de vue de la soustraction à faire qu'il faut être très
prudent. Donc, voilà. Ici, on passe dans les volumes. Ça, c'était les questions sur les volumes. Je les ai choisis. On ne vous demande pas de calculer un volume. Ici, on vous présente l'intégrale qui a été posée. Donc, on a placé là la formule d'une intégrale et on veut que vous compreniez de quel volume de révolution s'agit-il. C'est un volume de révolution parce qu'il y a un pi. Donc, le fameux volume, je vais l'appeler comme ça, le fameux volume d'un disque, ça c'est un petit disque, c'est un cylindre. Hein? C'est l'aire de la base que je colorie en ce moment fois la hauteur. Et l'aire de la base, c'est bien un cercle. Pi r carré fois la hauteur, c'est ça ici. La hauteur du disque. Donc là, vous avez affaire à pi r carré fois la hauteur, donc un vrai disque, et les pleins. C'est un verre, c'est une puck de hockey, c'est une palette, donc c'est un disque. Il est plein parce qu'il n'y a pas la soustraction qui vient ici, dont on reparlera ensuite. Donc, je vais faire le premier rapidement. Pourquoi on a dy? Pourquoi on a des y dans l'intégration? C'est parce qu'on a sûrement posé une intégrale avec des rectangles à l'horizontale. Et bien en quoi? 1 moins y carré, c'est une fonction de y. Donc, c'est x qui est isolé. X égale 1 moins y carré, c'est une parabole, pas trop méchante, mais il faut comprendre qu'elle a été flippée. C'est la parabole y carré qui devrait ressembler à ça. Donc, ça va être l'intérêt d'une vidéo. Regardez, y carré, c'est ceci. Là, la vidéo me permet de l'enlever. Vous avez vu ça si vous avancez, si vous skippez dans la vidéo. Donc, y carré, je l'ai là. Là, ce que je fais, je la transfère de l'autre côté parce que je multiplie par moins 1. Donc, prenez tous les moins y au carré et vous allez obtenir des x négatifs. Donc, ça, c'est deuxième portion de mon calcul. Je veux que ça disparaisse. Et je vais additionner 1, donc je vais tout tasser de une unité. Je vais me retrouver à venir avoir ma parabole couchée comme ceci. Donc, il faut comprendre d'où vient le dessin. 1 moins y carré, vous comprendrez vite que les intersections avec l'axe des y sont là. C'est bien moins 1 et 1 qui placés là-dedans vont donner un x égale à 0. Donc, les deux points d'intersection ici, vous remarquez qu'ils apparaissent dans l'intégrale. Ce qui a été fait ensuite, c'est de comprendre que, j'insiste beaucoup, dessinez toujours votre rectangle et le rectangle, il doit être dessiné perpendiculaire à l'axe de rotation qui est cet axe-là dans ce contexte-ci. Donc, vous avez quoi? Vous avez un rayon qui est plein, un disque. Quand vous allez faire tourner ça, vous allez réaliser que ça fait ça fait un disque complètement plein, donc il n'y a pas de trou là-dedans. Et voilà, ça couvre bien ce qu'il faut comprendre. Donc, vous avez, si on vous demande de décrire, le petit dessin ici fait la description. C'est la région qui est pognée entre, finalement, c'est cette région-là, toute cette région-là, entre la parabole et l'axe des Y, qui a fait sa révolution autour de l'axe des X. Ça va nous donner un volume qu'on pourrait calculer, mais ce n'est pas intéressant de le calculer ici. On demandait simplement de le décrire. Tandis que dans la formule numéro 2, la 42, remarquez bien le pattern. C'est celui-là que vous allez devoir répéter si jamais vous avez affaire à un volume de révolution dans lequel il y a deux rayons. Et remarquez bien la composition. On a grand R, c'est comme le grand rayon au carré, puis le petit rayon au carré, avec un moins entre les deux. Ça, c'est la forme, le format parfait pour décrire quelque chose qui est troué. Donc, un volume troué, tandis qu'ici, le volume, rappelons-le, n'était pas troué. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ quand vous considérez des volumes de révolution. Ça va revenir à l'examen final. Faites juste attention au point de départ. J'ai un trou, j'ai pas de trou, telle est la question. Et le volume, la formule vient conséquemment. Donc, vous avez quoi? Là, on travaille en X. Ça veut dire que je peux m'attendre à ce que mes rectangles, ils vont avoir l'air de quelque chose comme ça. OK? Ils vont être placés
par rapport à une mini dimension, mini hauteur, mini donc, épaisseur, un dx. Je ne l'avais pas noté ici, là, mais c'était une mini épaisseur dy. Donc, là, on fait le restant de notre travail. Vous voyez, j'ai ici 3 au carré. 3 au carré, donc ça, c'est supposé donner le rayon qui m'amène à un y de 3. Ça veut dire que je suis ici. OK? Y égale 3, c'est là. Ça va être de 3 à l'axe de rotation que nous avons un rayon égal à 3. Donc, notre fameux R égale 3, ça va être celui-là. Et là, il faut comprendre d'où sort le reste. Qu'est-ce que c'est que cette portion-là? Celle-ci. 3 moins racine de x. Bon, encore une fois, comme tout à l'heure, si je vous mets ça dans l'ordre, racine de x, c'est une fonction qui ressemblerait à ça. Moins racine de x, ça la transfère à l'envers. Et je vais faire plus 3, donc je vais additionner jusqu'à 3 unités pour faire une translation. Donc, permettez-moi de faire disparaître ces items-là. Si mon upload me suit, là, je vais peut-être disparaître un peu trop. Ça a l'air de tenir. Donc, j'ai quoi? J'ai 3 moins racine de x. Finalement, ça va ressembler à ça. 3 moins racine de x, ça va ressembler à ce dessin que je viens de faire là. Donc, mon rectangle, ben, il ne fera plus la job. Je vais avoir un rectangle donc dessiné dans cette région-là. OK? On a une intégrale qui se fait entre... Ah, c'était ça qui avait disparu. On a une intégrale qui est faite entre 1 et 4. Donc, 1 à 4. 4, ça va à peu près ici. Remarquez que le point d'intersection avec l'axe, c'est à 9. On va plus loin. Donc, j'ai quoi? Balayer. Prenez un balai horizontalement et traversez de 1 à 4. Et là, comprenez bien qu'est-ce que votre dessin vous dit. Si vous aviez vous-même à construire le volume de révolution de cette région-là qui tourne, c'est la formule à gauche que vous auriez dû écrire. Donc, vous auriez un grand rayon, ça veut dire partir de l'axe et aller rejoindre la courbe la plus éloignée. Donc, la courbe la plus éloignée, c'était cette courbe-là. Et on va faire la même chose avec celui-là. La courbe la plus rapprochée de l'axe, celle qui s'appelle 3 moins racine de x, va nous engendrer ici un trou qui va avoir un rayon variable égal à 3 moins racine de x, donc égal à la courbe où est-ce qu'on est rendu. Ça va-tu marcher? OK. R est égal à 3 moins racine de x, ça s'en vient ici. Alors voilà, je pense que ça fait pas mal l'explication de la décomposition des différents ingrédients de cette formule-là. Fait que c'est ça la twist avec les volumes de révolution, c'est observation d'une région que vous devez être capable de dessiner premièrement, puis bien cibler les rayons en jeu, ainsi que faire attention à quelle variable vous êtes en train d'utiliser pour intégrer. Moi, je regarde toujours l'épaisseur du mini-rectangle. Ça m'indique c'est quoi la variable d'intégration, si je vais mettre un dx ou un dy. Donc, voilà pour l'exercice sur les volumes. J'espère que ça fait votre bonheur de là où vous êtes. Je ne vous vois pas, mais j'ai confiance. Et ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions éventuellement, vous les gardez pour un petit peu plus loin. Je vais bouger. Il est 13h23, ça nous donne le temps. On va aller regarder l'exercice de l'équation différentielle parce que vous avez été probablement très nombreux à la faire. Tiens, je vais faire un petit test. Levez votre main virtuelle si vous voulez que je fasse l'exercice de la résolution de l'équation différentielle. Je vais voir dans les participants ce que ça donne. OK, super. J'en ai quelques-uns qui s'animent. Je suis content que vous ayez levé la main. Merci. Donc, je vais aller l'exposer ici. C'est 273, numéro 3, une équation. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est une équation différentielle.
Si on travaille en sciences avec ça vraiment beaucoup, vous autres, vous avez eu l'aspect technique de la résolution des équations différentielles dans ce cours-ci. Pourquoi c'est une équation différentielle avant d'appeler ça comme ça? Il faut savoir c'est quoi. Une équation qui contient des dérivées. Donc, je connais des informations par rapport à un taux de croissance, donc par rapport à une dérivée. Il y a une équation qui connecte la dérivée avec le phénomène, avec x et y. Moi, je veux partir de ça et résoudre, donc possiblement trouver ma fonction y, fonction de x, qui vérifie cette équation-là. Donc, c'est ce que je vais faire. On commence toujours par aller traduire la dérivée avec cette notation de Leibniz. Donc, la dérivée y', ça donne la même chose que ceci. Pourquoi je dis traduire ça comme ça? Parce que ça nous prend des y et des x, deux éléments différentiels, pour pouvoir appliquer une intégrale là-dessus. Donc, je n'ai jamais eu d'intégrale qui ne contenait pas de dx. Donc, je ne peux pas travailler avec l'équation originale si elle n'est pas transformée. OK? Souvenez-vous que ça prend du dx dans une intégrale. C'est comme la crème solaire au soleil. Donc, j'ai quoi? Ici, je vais devoir séparer les variables. Donc, regardez l'astuce. Le concept ici dit qu'il faut se débarrasser de tous les x qui sont à gauche. Je les envoie à droite avec x plus 1 est déjà là, il attend son tour. Je diviserai par x pour faire disparaître celui-là, tout d'abord. Là, faites attention à ce qui est légal mathématiquement. Donc, tout est multiplié du côté gauche, fait que ça va très bien. J'ai le droit de diviser par x. Là, je vais me retrouver avec du dx en bas, qui est le seul à faire disparaître. Donc, lui, je vais l'envoyer de l'autre côté en le multipliant. Donc, c'est légitime. Je me retrouve avec cette nouvelle équation-là. Et c'est une équation avec y et x qui sont séparés, okay, qui font chambre à part. Donc, on est content. Et c'est juste à partir de ce moment-là que vous pouvez appliquer une intégrale parce qu'il y a l'élément dy et l'élément dx de chaque côté. Fait qu'on applique y3 sur 3. Là, je suis dans une équation. Mon plus c que vous auriez envie de mettre à chaque fois que vous intégrez, c'est un très bon réflexe. Vous n'aurez pas besoin de le mettre des deux côtés. La constante va aller se jumeler dans une seule. Donc, du côté droit, là, je me remarque avec une addition. Ça, c'est une intégrale classique. On peut séparer l'addition du numérateur. Je vais me retrouver avec ceci. Ouais, je peux cacher comme ça. Et donc, le C1 là, va aller de ce côté-là. Donc, Y3 sur 3 est égal à, j'intègre 1 dx. Donc, x, je me retrouve avec ma favorite ln de valeur absolue de x. C'est une formule d'intégration. N'hésitez pas à les mettre sur votre feuille aide-mémoire, celles-là. C'est des modèles fréquents. Et bien là, je vais mettre une constante d'intégration pour cette intégrale. Je vais mettre le plus c parce que, si vous voulez, c'est comme une constante C2 qui viendrait manger la constante C1 du côté gauche. Fait que ça nous donnerait plus c. On s'arrange pour en garder une seule. Regardez comment on va sortir de l'histoire finale. Là, je multiplie par 3 des deux côtés parce que l'objectif, c'est d'aller isoler y si c'est possible. On cherche la fonction y qui respecte l'équation différentielle. Donc, je multiplie par 3 des deux bords. Je me retrouverai avec ça, plus, là, ici, écrivez pas C. C'est une mauvaise idée. C'est 3C. 3C est une nouvelle constante. Sa valeur à C et la valeur à 3C ne m'importe pas. C'est une constante nouvelle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait migrer vers une constante nouvelle, on change tout simplement son nom, tout simplement pour alléger la notation. Donc, 3C est devenu une constante finale K, qu'on peut appeler. On peut l'écrire, mentionner c'est quoi K. Et Y, en finale, ça s'isole bien. L'inverse d'un cube, c'est une racine cubique qui va me donner ma finale. Donc, Y égale cette fonction costaude de X. C'est cette fonction-là qui, quand je la dérive, vient vérifier cette équation différentielle. Donc, voilà pour un exercice classique.
répété sur une équation différentielle que l'on dit à variable séparable. Donc, c'est ce genre de petit contexte-là que vous pourriez vous attendre à retrouver dans l'examen final récapitulatif. Donc, on ne s'en va pas dans des grandes zones de résolution d'équations différentielles. Je regardais les quelques 4 exercices qui vous ont été donnés. Ce pas des exercices beaucoup plus pénibles que ça. Donc, on ne veut pas que vous soyez capable de faire des affaires super flyées à l'examen final. Dites-vous bien, c'est des révisions de base des sujets chauds. Donc, voilà pour l'équation diff. Ça marche. Le rythme à date, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez faire une rétro. Est-ce qu'il y en a qui... Je pense que vous avez même un petit bouton réaction sur les nouvelles applications de Zoom. Là. Si vous avez un ralentir, là, vous pouvez l'utiliser. Gênez-vous pas, je ne le prendrai pas personnel, au contraire. Mon objectif, c'est de vous en donner pour votre argent. Fait que, avec des solutions, puis idéalement, si vous les avez presque toutes, ça va bien aller. Là, à date, j'ai pas mal traité les 4 premiers exercices. On va passer dans les séries. On va aller suite et séries. Là, ça commence à être plaisant. Et, pas que le reste n'était pas plaisant, ce que je veux dire, ça commence à être, disons, pertinent, mais plus fortement, OK? Parce que les séries, c'est la partie qui n'a pas été évaluée dans vos intras. C'est donc la partie à laquelle votre prof va donner plus d'importance. Donc, votre examen final, ils vous l'ont dit, pondéré à peu près à 60% sur les séries. Donc, c'est vraiment non négligeable. Et ça concerne les dernières 2, 3, je dirais même 4 semaines, entre 2 et 4 semaines de travail de la session. Fait que c'est logique d'aller pondérer ça quand même pas mal vers la fin. Donc, mon message, c'est vraiment, vous êtes en train de travailler là-dessus depuis déjà quelques jours et ne cessez pas, ne ralentissez pas votre rythme. Faites des séries à tous les 2 jours. Faites une dizaine d'exercices à tous les 2 jours d'ici l'examen final et ça va bien se passer. Donc, mon objectif à moi, c'est d'amener ton attention sur quelques-uns d'entre eux. J'ai choisi mes préférés. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne connais pas votre examen, mais si j'avais un examen à faire sur les séries, ce que je voudrais que mes étudiants captent, c'est ce que je vais vous montrer. J'ai numéro 15, page 321. Un exercice super, super pertinent. Je l'aime beaucoup. C'est fondamental de partir avec ça. Donc, bien faire la différence entre ce qu'est une suite versus une série. Donc, si je fais ça comme ça, ça s'appelle une suite. Il y a des accolades, il n'y a pas de symbole somme. Donc, c'est une énumération de termes. Là, si on vous demande en A, est-ce que cette suite converge? Bien, la clé pour décider de ça, ça veut dire ces petits points-là, là, cette énumération de termes-là, quand on va amener n à l'infini, qu'est-ce qui va se passer avec la valeur du terme? Donc, est-ce que ça va converger vers une valeur? C'est au moyen de la limite qu'on va y arriver. Donc, je fais la limite sur cette suite de points-là, OK? Puis, mon petit doigt me dit que ça s'en va en descendant. Fait que vous imaginez juste une suite de points qui descend. On veut savoir, est-ce que ça converge vers une limite? Ici, vous allez trouver que la limite, elle se calcule. Elle se calcule au moyen d'une, peut-être une règle de l'hôpital ou tout simplement sortir la puissance de n la plus forte. Donc, mise en évidence de n en haut et en bas, vous allez vous retrouver avec 2 tiers. Donc, cette suite converge vers 2 tiers. La flèche veut dire la limite, donc la convergence. Fait que oui, converge vers 2 tiers. Ça, c'est pour la suite, donc la suite de points. Celle-là, versus, faites bien attention à ceci, versus, mettez-y de la couleur et aux couleurs de l'arc-en-ciel, comme on dit, ça va bien aller. Ça va bien aller si vous comprenez bien la nuance avec ce symbole-là. Là, si je fais ceci, on nous dit de mettre le terme général à l'intérieur d'une série. Donc, ça devient la série de ce terme-là. Ça devient l'addition des termes suivants. Ça devient l'addition de 2 sur 3 plus 1
plus 2 fois 2, 4 sur 6 plus 1. Non, là, je l'ai manqué. Ici, c'était plus 1. Ça, c'était plus 1. Là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est vraiment pas nécessaire, mais c'est pour vous montrer comment ça se comporte. Là, on est en train de prendre les termes de la suite et on les additionne. Est-ce que ça converge? Là, il faut prendre un test de convergence des séries et non pas une simple limite pour la suite. Donc, ça prend un test de convergence ou divergence, puis ben, justement, on est dessus. On va prendre le critère de divergence. Qu'est-ce qui dit le critère de divergence ou le critère du terme général, peut-être que vous l'avez appelé? Il dit qu'on a la limite de notre terme général. On ferait cette limite-là. Ben, ça tombe bien, on l'a fait en A. On a dit que ça donnait 2 tiers. Donc, le terme général, la suite, elle s'en va vers 2 tiers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, pour la suite, elle s'en va vers 2 tiers. Les termes convergeront vers 2 tiers. Mais demandez-vous ce que la série veut dire avec ça. Ça veut dire qu'à vers l'infini, je suis toujours en train d'additionner une quantité qui, elle, est proche de 2 tiers. Donc, vous additionnez 2 tiers et des poussières, plus 2 tiers et des poussières, plus 2 tiers et des poussières. Vous ne serez jamais capable de faire amener cette somme-là vers une borne finale. Donc, ça, c'est pour dire en mots que si la limite que vous venez de trouver, 2 tiers, n'est pas égale à 0, il faudrait que les poussières soient très petites vers 0 pour être une condition nécessaire à la convergence. Là, ici, ce n'est pas le cas. Donc, limite égale pas 0, ce qui veut dire que ma série, elle diverge. Donc, voyez-vous, cet exercice-là était ultra pertinent pour ça. Bien faire la différence entre suite et série, c'est aussi essentiel que d'ouvrir la bouche pour manger. Fait qu'il faut que vous commenciez avec ça, sinon, je peux vous donner un paquet de tests. Si vous ne comprenez pas bien la nuance entre suite et série, ça ne va pas bien. Donc, cet exercice-là est pertinent. Il n'était pas méchant du point de vue des calculs, mais on a pu faire l'appel du critère de divergence avec ça. En passant, je l'ai dit à quelques-uns d'entre vous, très important, ce n'est pas parce que la limite du terme général d'une série est 0, ce n'est pas parce que la limite du terme général donne 0 que la série converge. Ça, il faut mettre, après avoir été remercié de patienter, il faut mettre un gros X là-dessus, ce n'est pas vrai. OK? Bien sûr que ce n'est pas vrai. Le critère de divergence, ça parle de divergence. Si la limite n'est pas 0, ça marche. Si la limite égale 0, il faut qu'il retourne s'habiller et se changer pour autre chose. Donc, page 321, numéro 15, c'est réglé. On va aller continuer dans les séries, continuer d'utiliser des beaux petits rappels à cet effet-là. Je vais vous donner un numéro comme c'est 322. Je vais aller vous donner le 40. Oui, on va en parler du numéro 40. On a là une série additionnée, une série addition. Je la mets là parce qu'elle est fun, elle vous en donne 2 pour le prix d'un. Je veux m'assurer que vous êtes capable de manipuler ça, si ça vous arrive. Vous avez vu une addition, puis les deux termes qui s'additionnent, ils ne se parlent pas. Ils n'ont pas vraiment de commun. Ce n'est pas 2 termes qui appellent un dénominateur commun non plus. Ce n'est pas intéressant pour ça. Mais ça donne peut-être envie d'aller voir du côté de chacune des séries, mais toute seule. Donc, voir celle-ci et l'autre, mais indépendamment. Permettez que j'enlève les N là, sur la somme, ça va être juste plus allégé. Donc, j'ai ces 2 suites-là, ces 2 séries-là. Je vais tout de suite parler de, tiens, celle-ci. Celle-ci, elle a un format assez particulier. Il y en a juste une qui s'appelle comme ça. Et à chaque fois que vous la trouvez, vous dites merci, vous tombez sur une série classique. En fait, le 2 n'a pas vraiment rapport, mais si j'écris le 2 à l'extérieur, parce que j'ai le droit de sortir le coefficient,
je me retrouverai avec cette série-là. Et ça, c'est la série qui fait 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4. Ouais, j'aurais vu la couleur. Pas très coloré, mais... Ah, ben voilà. Il faut être patient. Fait que ça, c'est quoi? C'est la série. Elle a un nom. C'est la harmonique. L'harmonie est au bout des couleurs. Fait que vous avez la série qui diverge ici. Elle est toujours divergente, cette série-là. OK? C'est le parfait exemple pour, justement, faire la suite à ce que je disais tout à l'heure. 1 sur n tend vers 0, mais la série, si vous additionnez les chiffres 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, il n'y a pas moyen de converger ça, d'encadrer ça. C'est une somme qui explose. C'est divergent. Là, il faut aller vérifier l'autre. OK? Qu'est-ce que dit l'autre? On va sortir le 3, tiens, de cette série également, et on va mettre en lumière, tiens, le 1/5 qui reste est exposant n. J'espère que tu es toujours là. Je vais te donner un élément important à comprendre. Mais ça, tu revois ça très souvent, cette série-là. C'est une série, c'est des séries super classiques. C'est... Et là, la tablette a de la misère le mercredi. Merci d'être patient. Ce que je disais, c'est que s'il y a une base 1/5, mais que l'exposant n, c'est lui qui est la variable. Ça donne un caractère exponentiel à ce terme-là. OK? Vous vous souvenez ce que c'est une exponentielle? Hein? Exponentielle, ça veut dire une base constante, je vais l'appeler R, et un exposant variable. Ça, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'appelle un exponentiel. Mais en vérité, ce n'est pas ce mot-là qui est le plus important. Je vais donc choisir de le supprimer. Plate que je ne puisse pas changer la couleur. C'est une série qui va avoir l'air de quoi? Si j'ai R à la n, la base R qui est multipliée par elle-même à chaque fois, qu'on a 1/5 à la 1, 1/5 à la 2, 1/5 à la 3, 1/5 à la 4, ce 1/5-là, c'est le R d'une série géométrique. Ça, vous devez retenir ça. C'est long. Mais toute bonne chose arrive à celui qui sait attendre. J'ai appris ça. N égale 1, part à 1 jusqu'à l'infini. Ça, c'est une série géométrique. Donc, morale de cette histoire, retenez bien, à chaque fois que vous avez un n en exposant, soyez bien prudent quand le n est en exposant et que la base n'est pas fabriquée avec du n. La base, c'est 1/5, c'est 2, c'est 4. Ça parle d'une série qui est géométrique. Donc, avec un R égal à 1/5, le R est vraiment la raison de la série géométrique. Ce qu'il faut regarder, c'est la valeur absolue du R. Tout le temps dans le cas d'une géométrique, parce que je pourrais avoir un R qui est négatif. Ça ferait alterner le signe d'une série géométrique. Parce que si je mets un moins ici, là, je vais le mettre et je vais l'enlever. Regardez le moins que je suis en train de mettre là. Ça génère un facteur moins 1 exposant n. Donc, ça va faire alterner le signe d'un terme à l'autre. C'est bien le fun, ça, l'alternance des signes. Mais ça peut donner des séries qui vont se retrouver à converger, d'autres diverger. Et c'est pour ça qu'on regarde dans le cas des géométriques la valeur absolue. Et il y a un résultat qu'on a pu démontrer qui dit que quand ça se compare à 1 en étant plus petit, donc la série dont nous parlons ici, cette série-là, elle converge. Donc, cette série converge et la deuxième que nous avions, elle divergeait. Donc, c'est le fun comme exercice, ça vous en donne 2. Et du coup, quand vous avez 2 séries dont l'une diverge, ça donne une série qui est totalement divergente. Donc, je vais l'écrire comme ça. Puisque l'une des 2 diverge, qu'il y en ait juste une des 2 qui diverge. C'est suffisant pour dire maintenant que la série totale va diverger. Alors, cette série, là je parle de celle-là, cette série donc. Parce que c'est facile, hein, quand vous avez plusieurs exemples, là, dans plusieurs séries dans un exercice,
ne peux pas dire la série diverge, la série converge, là, on ne sait pas de quelle série on parle. Tu parles-tu de celle avec l'étoile, de la série harmonique? Non, on parle de la série du bonhomme. Donc, cette série demandée, elle diverge. Voilà pour cet exercice mignon, mais essentiel. Je vais tout de suite vers la 43. La 42, je saute par-dessus. Ceux qui ont essayé 42, juste un petit détail pour vous aider à y parvenir. 42, c'est un exercice typique là, à la N. Je vais juste mettre la question, mais sans faire le détail complet. Ça, je dis ça, mais je vais finir par le faire au complet quand même. La N et N à la 2, regarde le commentaire que je faisais tantôt. Là, le N est en exposant, c'est très bien. Donc, en haut, on pourrait avoir quelque chose qui a l'air d'être géométrique si on met juste ça. Ça serait le cas. Par contre, en bas, j'ai N au carré. Donc, les deux ne se mélangent pas. Je n'ai pas une série géométrique du tout ici, mais j'ai une série qui appelle très bien le test du terme général. Donc, le test du terme général à essayer ici. Vous verrez la limite. 43, 43, 43, ça flash comment? Regardez ce qu'on va faire. Je vais changer N. N va être utilisé pour une autre notation dans cet exercice-là. Donc, c'est très important. Je ne veux pas avoir des N dans ma série parce que je vais avoir de la misère quand je vais arriver avec SN. Il va déjà être pris. OK? Pourquoi je dis ça? Il faut faire quoi? Il faut factoriser ça. Ça nous appelle factoriser ceci. Bon, au passage, si je te demande juste de décider cette série-là, est-ce qu'elle converge ou diverge? C'était juste ça la question. Vous n'auriez pas besoin de passer par les séries télescopiques pour le faire. C'est trop long pour rien. Vous pourriez utiliser tout simplement le critère des polynômes dans ce cas-ci. Parce que vous avez un polynôme en haut, un polynôme de degré 0 et un polynôme de degré 2 en bas. Donc, le critère du polynôme va te donner une différence des degrés égale à 2 moins 0, c'est plus grand que 1, ça converge. Nous autres, on veut montrer ici, regardez la question, si ça converge, trouvez la somme. Trouver la somme, ça veut dire trouver vers quoi la série converge-t-elle. C'est quoi l'addition complète? C'est quoi l'addition convergente? On veut la somme, ça veut dire qu'il faut absolument que je passe par soit une série géométrique, soit une série télescopique. Et dans ce cas-ci, ben, ça ne sent pas trop la géométrique. Par contre, si je factorise, je me retrouve avec, voyez-vous, deux termes, différence de carré. Je me retrouve avec deux termes qui sont proches l'un de l'autre. Hein? K plus 1, K moins 1, c'est deux distances. Ça appelle peut-être une télescopique. Par contre, il faut faire apparaître la soustraction. Donc, il faut que je décomposer cette fraction-là en deux fractions partielles. Quelles sont-elles, ces deux fractions partielles? Une fraction qui va être sur K plus 1 et une autre fraction, B constant en haut, sur K moins 1. Ça appelle votre technique de décomposition en fractions partielles, comme quand vous avez fait l'intégrale. Si vous aviez intégré 2 sur x carré moins 1, vous n'auriez pas le choix de fonctionner comme ça. Il faudrait parler donc de deux fractions. Pourquoi? Parce qu'il y a deux facteurs uniques en bas. Je me retrouverai avec, donc on va faire un dénominateur commun, tiens, A fois, on multiplierait par K plus 1, plus le B qui est en haut, lui, il lui manque, j'ai gaffé, il manque. Ici, c'est K moins 1, pardon. On va l'avoir. Donc, le premier facteur, hello, la Terre appelle à pas. On l'a. Donc, K moins 1, puis le B va être multiplié par K plus 1, lui. C'est bien ça. K moins 1, K plus 1. C'est plus évident si je ne fais pas de gaffe, comme ça va, je n'ai pas besoin d'effacer. Donc, j'ai ceci, et ça, c'est l'addition des numérateurs, ça va donner le numérateur 2. Donc, assurez-vous de bien comprendre cette étape-là, c'est clé. Ensuite,
Je regroupe mes termes en K. Et je regroupe mes termes constants. J'ai B moins A, si vous observez bien. Pourquoi avoir regroupé les termes? Bien, du côté gauche, du côté droit, je ne vous fais pas prendre avec une efface. Tiens, je vais mettre, j'ai 0K plus 2. Donc, c'est un polynôme en K, où là, on est capable de poser l'égalité des coefficients. Donc, le A plus B qui est ici va donner la même chose que 0 de l'autre côté, puisque c'est coefficient du K. Donc, comprenez bien que ce qu'on cherche, c'est A et B, hein, ici. Donc, nos deux inconnus, A et B. A plus B égale 0, B moins A égale 2. Vous ferez un mini calcul. Vous obtiendrez vite que le A doit donner moins 1, tandis que le B doit donner 1. C'est ça qui va nous donner notre décomposition en fraction partielle qui est là. Donc, j'ai quoi? J'ai que ma somme va contenir moins 1 sur K plus 1. Ouais, j'ose-tu? J'ose. OK, on va changer ça. On va mettre le positif en premier. Mettez le B en premier, puisque c'est 1. Ça va être plus naturel de l'écrire comme ça. 1 sur K moins 1, moins 1 sur K plus 1. Là, vous remarquez que votre décomposition, elle est complète. Et c'est beaucoup plus évident qu'on a du télescope ici. Télescopique, pourquoi? Parce que j'ai une soustraction et parce que j'ai deux termes qui se suivent pas trop loin l'un de l'autre, presque main dans la main. OK? C'est pas aussi évident que K et K plus 1 qui sont l'un à la suite de l'autre, mais c'est proche. Ce que vous avez, regardez bien, ce que vous avez là, c'est K. K, faites attention, partait à 2, selon la question, et va jusqu'à l'infini dans la série. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser la somme que nous appelons une somme finie, une somme sur n. C'est ce qu'on appelle Sn. OK? La somme partielle. Ça, regardez bien ce qui est écrit, gang, ce n'est pas une série. Ce n'est pas une série, c'est une addition finie. Ça, c'est une sigma simple. C'est comme celle que vous avez faite en début de session. C'est une addition, mais sur une quantité finie de termes. Ce qu'on veut faire quand on a une série, c'est de prendre ce n-là, puis c'est de dire mon nombre de termes n, je vais l'additionner, je vais l'amener jusqu'à l'infini. Donc, c'est de passer la limite avec n qui tend vers l'infini. Fait qu'on a quoi? On a une addition que je vais écrire. Je vous suggère d'écrire quelques termes de cette addition-là. OK? Prenez le premier terme, quand k égale 2, vous obtiendrez 1 sur 1 moins 1 sur 3. Là, vous avez besoin d'écrire d'autres termes aussi pour comprendre c'est qui survit à la forme télescopique. On va en écrire quelques autres pour voir si on a quelque chose. Prenez quand k égale 3, le terme suivant. Dans la parenthèse, on aura 1 sur 2 moins 1 sur 4. Voyez-vous, c'est poche un peu parce qu'il n'y a rien ici qui se simplifie. À date, je n'ai aucun terme qui a son jumeau. Fait que je continue avec ma persévérance légendaire et je vais en faire un autre. Quand k égale 4, je vais me retrouver avec 1 tiers moins 1 sur 5. Là, j'ai tout simplement remplacé les k par la valeur que je choisis. Là, je viens de me remarquer quelque chose d'intéressant. C'est que on a besoin d'attendre 2 parenthèses plus loin pour que moins 1 tiers plus 1 tiers disparaissent dans l'addition. Donc, voyez-vous, une télescopique, ça prend absolument un moins, puis ça prend une addition qui, elle, est assurée par le sigma. Là, ça, c'est pas suffisant parce que ça ne dit pas qu'est-ce qui va rester à la fin. Donc, je vous suggère de faire la même chose avec les termes de la fin. Donc, plus, supposé d'être un noir, ça. On arriverait avec le dernier, on va mettre 2 avant-derniers termes. Donc, quand k égale n-1 et quand k égale n, je me retrouverai avec mes derniers termes de ma somme, soit 1 sur n-2.
Patientez, c'est l'iPad qui fait des free games. Plus 1 sur n moins 1, moins 1 sur n plus 1. Donc, j'ai écrit les quelques termes jusqu'à la fin. Et c'est pour réaliser qu'est-ce qui va survivre à la forme télescopique. C'est ça que vous devez voir. Donc, ma forme télescopique, elle a l'air de ça. Et ce que je vais supprimer, ben, vous avez réalisé que c'est toujours, ça prend toujours le dernier terme. Ça donne le temps de respirer un peu. Hello, oui. Anybody home? OK, il rush. On va, ça vous donne le temps de regarder qu'est-ce qui reste. Moins un quart va disparaître aussi parce que c'est le deuxième terme d'une parenthèse qui disparaîtrait avec le prochain suivant. On ne le voit pas, mais on a la foi, OK? Ça prend la foi ici, OK? Ça prend la confiance. Moins un cinquième, pour la même raison, va disparaître. Et il vient manger le premier terme d'une parenthèse qui s'en vient. Donc, le premier terme ici va se faire manger. Le dernier terme ici, lui, il ne serait pas mangé parce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose ici. Et même chose pour lui, le dernier terme ne sera pas mangé parce qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose ici, mais la somme est terminée. Et lui, ben, il est disparu avec un terme qui était là. Donc, si vous regardez qui survit, vous avez 4 termes qui sont restés de cette forme télescopique. 1 plus 1 demi, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. L'important, c'est d'aller maintenant laisser le n s'approcher de l'infini. Donc, vous faites la limite sur ça, et bien, vous allez trouver 3 demi, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, si je veux que ça reste dans une limite. Et donc, 3 demi, c'est ma convergence de ma somme partielle. Donc, ça veut dire que la série dont on vous parlait, la série converge vers 3 demi. Puisque la somme partielle converge vers 3 demi, quand le n va vers l'infini, ça veut dire que c'est le comportement de la série qui fait ça, tendre vers 3 demi. Donc, cette série-là convergeait et on a trouvé la somme. J'espère que ça va. Et donc, ça fait un exercice un peu plus costaud. Quand vous avez affaire à une télescopique, vous espérez pas en avoir 4 et comme ça. Mais pas besoin d'en avoir 4 pour tester si vous le saisissez. Passez bien par la décomposition si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire. OK? Si la forme n'est pas directement une soustraction, vous avez besoin de faire ça. Si vos yeux sont sur le numéro 46 de cette même page-là, au numéro 46, on n'a pas besoin de faire de décomposition parce que la soustraction est déjà prête. Donc là, vous commencez tout simplement à cette étape-là. Vous écrivez les termes. Ça va? Ça va. C'est un souhait. Là, je vais skip. On va aller en regarder. Je vais aller en regarder 2. Je vais vous. Vu que vous n'avez pas vraiment eu le temps d'aller jusqu'à la page 359, je vais me limiter à vous donner des solutions pour le numéro 15 de la page 340. Et le numéro 21 aussi, on pourra le regarder, mais j'aime bien ces deux numéros-là côte à côte parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Le numéro 15, ce n'est pas une série pour laquelle on peut utiliser le critère des polynômes. Donc, le critère des polynômes ne s'applique pas parce que ce ne sont pas des polynômes. Donc, ça, c'est super important. Si vous avez une chose à retenir, retenez celle-là. Racine de n plus 4 n'est pas un polynôme. Fait que ça, c'est une erreur que nous observons assez souvent dans les examens si on vous pose une question comme ça. N carré en est un, mais pas racine de n plus 4. Donc, vous ne pouvez pas faire 2 moins 1 demi comme une supposée différence de degré et confirmer à partir de ça. Vous ne pourriez pas faire ça.
Donc, ça ne s'utiliserait pas, ça répond à la question. Je ne peux pas utiliser le critère des polynômes. C'est évidemment pas non plus une série P toute seule. Une série P, c'est une série dans laquelle on a quelque chose comme ça. Donc, c'est juste un terme dans une série P, il est en bas. Et le P est un exposant quelconque, mais constant. OK? Ça peut être un demi. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est un exposant constant. Et je vais terminer sur celui-là, le 21. Avez-vous remarqué que dans le 21, on a une série qui s'écrit assez facilement? Il n'y a que des 1 en haut, mais en bas, il y a un bond de 3 dans chaque terme en partant avec 5. Donc 5 plus 3, plus 3, plus 3. Donc ça nous donne une belle pente. Une pente pour une expression linéaire. Donc 3n plus 2. Si n part à 1, ça vous donne absolument un super terme général pour cette série-là. Là, vous vous retrouveriez, voyez-vous, ici, avec une série écrite comme ceci. C'est plus évident de faire puncher l'aspect série. Et là, le critère des polynômes, on en a parlé quelques fois donc aujourd'hui, le critère des polynômes dirait que la différence des degrés de 1 au dénominateur moins, observez bien, le numérateur, c'est un polynôme de degré 0. Donc, quand ça vous arrive, ça, 1 moins 0 égale 1, une différence de degré qui vaut 1, le critère des polynômes dit la même chose que pour une harmonique. Moi, c'est mon truc que j'ai pour m'en souvenir. Mais vous allez pouvoir l'écrire sur votre feuille aide-mémoire. Ça veut dire que votre série, elle, diverge comme la harmonique. Différence de degré de 1. Donc, alors, on va continuer comme prévu pour l'enregistrement de ces deux solutionnaires de deux derniers exercices de la liste que j'ai donnée dans cette première partie d'atelier. Donc, on est dans la section 6.6. Ce sont des exercices de série tout mélangés. Donc, des exercices où est-ce qu'il faut que vous donniez la convergence ou la divergence des séries en utilisant le bon critère des séries. Donc, le numéro 19 est une série, une de mes préférées. J'aime beaucoup montrer cet exemple-là en classe parce que ça fait bien la comparaison, la différence entre ce qu'est une série P et une série géométrique. Pourquoi je vous nomme ces deux choses-là? C'est parce que ce sont les deux types que nous découvrons dans cette série totale. On va considérer la série en les deux parties. Il y a une somme sur 1 sur n cube et 1 sur 3 la n. Donc, remarquez que le 3 a changé de place dans ces deux composantes-là. Ça fait en sorte qu'on a la distinction entre une série qui s'appelle ici une série P de Riemann. Un P, c'est l'exposant constant de n, n placé au dénominateur. Quand on a quelque chose qui ressemble à ça, on remarque tout de suite une série P. Et P étant plus grand que 1, les conclusions de Riemann disent que la série qu'on a là, elle est une série convergente. On ne dit pas vers quoi. Donc, c'est une série qui converge. Tandis que quand le 3 est, voyez-vous, le 3 ici est en base et c'est l'exposant qui est une variable, c'est l'exposant n qui est la variable. Ça peut même être écrit comme ceci. Là, on remarquera le format parfait pour une série géométrique. Le R est de 1 tiers. Donc, ça, c'est important. Quand la forme est une forme exponentielle, donc le n est en variable, exposant, on a une série géométrique. Donc, avec un R c'est donc la base du n, 1 tiers. R, on regarde en valeur absolue, c'est plus petit que 1, donc ça nous donne une série qui, dans le cas des séries géométriques, est convergente. Ça signale donc que cette série-là, cette série demandée, donc faisait l'addition de deux séries convergentes. Donc la série demandée converge aussi, et ça, c'est par les propriétés des séries convergentes. Donc, par les propriétés des séries convergentes. Si deux séries convergent, l'addition des deux va converger aussi.
Si l'une diverge, une seule, ben, la série totale divergerait. C'était le cas justement de l'exercice que je vous ai présenté tout à l'heure, le numéro 40 de la page 322. Donc, il n'en reste plus qu'un, mais bien joué pour celui-là parce que c'est un exercice intéressant pour utiliser les propriétés et deux types de séries différentes, dépendamment de l'endroit où je mets le N. Et on finit sur un blackjack 21. 21 est une série que j'ai mise là parce que je voulais qu'on refasse la discussion sur le factoriel. C'est celle-ci qui dit factoriel, dans le cas des séries, dit très souvent d'Alembert. Donc, d'Alembert, c'est votre homme sur le cas d'une série avec un factoriel. Que dit d'Alembert? D'Alembert dit il faut aller évaluer la limite quand n tend vers l'infini de an plus 1 sur an. An étant le terme général ici. C'est une série à terme positif. STP, série terme positif. Donc, je peux utiliser le critère de d'Alembert. Je vais aller donc évaluer le tout en mettant n plus 1. Donc, c'est le terme suivant, si on veut. Donc, je remplace tout par n plus 1 et je vais diviser, plutôt multiplier par l'inverse du terme général. Je vais nettoyer ça un peu. J'ai une limite qui doit se nettoyer, donc qui doit être simplifiée. Les trois viennent ensemble. Donc, 3 à la n sur 3 à la n. Donc, ça va disparaître. Il va rester 3 en haut. Bien sûr, du côté des factoriels, qu'est-ce que donne la simplification des jaunes? Va me laisser n plus 1 en bas, toute seule, puisque la multiplication qui suit, c'est tous les termes jusqu'à n. Donc, ça s'enlève. Et n plus 1 au carré sur n au carré sont les termes qui demeurent ici. Donc, ce que j'ai, si j'ai encore l'espoir de nettoyer ça davantage, n plus 1 en haut, oui, c'est le fun, il regarde avec celui d'en bas. Donc, n plus 1 en haut, on va simplifier avec celui d'en bas. Et on va se retrouver avec, si on n'a pas fait d'erreur, avec ceci, ce qui va nous donner 0. Donc, une limite de 0. 0, c'est la limite de d'Alembert. Quand la limite de d'Alembert est inférieure à 1, ça ressemble un tout petit peu aux conclusions de la géométrie. Quand c'est plus petit que 1, c'est ce qui donne que la série, elle, converge. Et ça, c'est par la force de ce cher allié qui a travaillé son test il y a de cela bien longtemps. Il disait que quand c'était plus petit que 1, ça donne une conclusion suffisante pour suggérer que la série converge. Donc, la série de d'Alembert ici converge. Voilà ce qui met fin à la solutionnaire de cet atelier formatif de l'examen final. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.